អង្គុយចុះ Veuillez vous asseoir. អង្គសម្រាប់ប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនៃវិធីសម្ដែងការហើយនឹងសូមផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុម L'audience reprend et je donne à présent la parole aux avocats de la défense de Khieu Sampang afin que ceux-ci posent leurs questions aux témoins. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូម Maître Konsuman. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs les juges. Monsieur Sonsekun, je tiens à vous remercier au nom de notre équipe de défense. Vous remercier d'être venu témoigner. Aujourd'hui, je m'appelle Konsuman, je suis le conseil de Khmer de la défense de Khieu Sampang. J'ai quelques questions à vous poser et j'écouterai attentivement vos réponses. Question. Ma première question est la suivante. Pouvez-vous expliquer à la Cour quelle était la composition du Front uni national du Kampuchéa, le FUNK? J'ai noté que vous étiez également membre du gouvernement royal d'Union nationale du Kampuchéa, le GRUNK. Pouvez-vous indiquer à la Cour si la composition du FUNK ou du GRUNK connaissait d'autres divisions se répartissant en groupes suivant les tendances ou les factions politiques? Réponse. Tant dans le FUNK que dans le GRUNK, il existait des organisations différentes. Le FUNK était une organisation politique qui s'était dotée d'un comité central au-dessus duquel se trouvait un bureau politique du comité central. Pangnut était le président de ce comité ou bureau, et dans chaque pays avait été créée une cellule du FUNK dont les membres étaient nommés par le FUNK. En ce qui concerne les tendances politiques ou la tendance politique du FUNK, ou plutôt celle-ci, en fait, était ouverte. Le mouvement était essentiellement mené par Sihanouk. Donc il y avait des Sihanoukistes qui soutenaient ce mouvement également, qui se sont ensuite transformés en Fung Singpek. Et ce mouvement a atteint un certain niveau de développement à ce moment-là et comptait de nombreux membres ou adhérents. En ce qui concernait la gauche, il y avait également un nombre important d'adhérents. Il n'y avait pas que
les rouges. Il y avait également des dignitaires tels que Cha Singh, qui avait été chef de cabinet du chef de l'État, le prince Norodom Sihanouk, Samdech Norodom Sihanouk, et qui avait été ministre à portefeuille plénipotentiaire. Une autre faction s'appelait les Rouges, qui furent ensuite connus sous l'intitulé de Khmer Rouge, sous la direction de Ieng Sary et Khieu Sampang Ujun, Unom et Junmong. Il y avait une autre faction composée des anciennes forces de résistance. Suite à la conférence de Genève de 1954, ces personnes s'étaient réfugiées au Vietnam du Nord. Ce groupe était sous la direction de Cao Mis, Che Son et d'autres. Il y avait donc un large éventail de factions différentes qui composaient le FUNK, qui n'avaient pas d'étiquette particulière. Je vous remercie. Question? Dans vos réponses au co-procureur, lorsque vous avez parlé des sihanoukistes et des noms que vous avez mentionnés, pouvez-vous nous dire s'il existait une base justifiant cette tendance sihanoukiste? Réponse. Le terme sihanoukisme, comme je l'ai mentionné, se définissait de manière assez stricte et il se référait au groupe d'élite qui travaillait et qui fonctionnait dans le régime de Samkunyum et qui, par après, avait été membre du gouvernement de Norodom Sihanouk. Il s'agissait de Un Sambat, Khieu San et Kaime. Ambassadeur du Cambodge en Chine, M. Kambay Pecheng, qui était l'ancien chef de cabinet de Samdech Norodom Sihanouk, ainsi que le père de Mme Bang Jukait. Il y avait également quelques autres membres de cette élite qui évoluaient au sein du même cercle mais qui n'étaient pas actifs, notamment le général Kun Som Ol et un monsieur qui était l'ambassadeur en Corée du Nord et qui avait acquis une certaine notoriété dans la province de Battambang. Je vous remercie. Lorsqu'on parle de sihanoukisme, ce n'était donc pas une organisation officielle avec un statut de membre. Il s'agissait d'une tendance caractérisée par un attachement à Norodom Sihanouk, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement, il n'y avait pas d'organisation formelle
cette tendance était sous l'influence de Norodom Sihanouk et il n'y avait pas d'organisation à proprement parler. Cela étant dit, il y avait là des membres actifs, des activistes, qui étaient absolument loyaux au prince. Concernant les autres, ils étaient plutôt neutres, ils n'avaient pas de tendance politique précise, mais ils étaient influencés par Norodom Sihanouk et ils avaient pour lui beaucoup de respect et d'affection. Question. Vous venez parler de la gauche. Ce n'était pourtant pas les Khmers rouges. Pourriez-vous apporter un complément d'explication à ce sujet? Qui étaient ces gens? Khmerក្រហមវាបើនិយាយទៅបើនៅស្រុកប្រាំងដែលពេលខ្ញុំនៅហ្នឹង Réponse. Si l'on parle des Khmers rouges, au moment où j'étais à Paris, il y avait deux organisations distinctes, l'Union des étudiants Khmers, qui était ancrée à gauche, et par ailleurs, il y avait le cercle marxiste-léniniste, et on peut dire que cela étaient des rouges. Ils prenaient l'Union soviétique ou la Chine ou le Vietnam comme modèle. C'est ce que j'ai entendu en écoutant les émissions de radio diffusées à partir de Pékin. C'étaient des sympathisants communistes qui n'appartenaient pas à l'organisation. Dans le pays, il y avait Tsunem, Chao Seng, qui était bien connu et qui faisait partie de ce groupe. Pour les autres, il y avait Chan Duran, qui, pourrait-on dire, faisait aussi partie du groupe, même si au départ il appartenait aux Sihanoukistes. Aujourd'hui encore, il est resté Sihanoukiste. Mais il coopérait avec ce groupe et il entretenait des relations étroites avec lui. Car il s'agissait de membres de l'élite qui aimaient leur pays et qui possédaient certaines compétences. Question. Vous avez parlé de la participation au Funk et au Grunk. Vous avez dit qu'il y avait des gens à l'étranger et qu'il y avait aussi des résistants dans le pays qui étaient dans leur forêt. Quand vous avez été interrogé par le juge Lavergne au sujet de l'objectif auquel correspondait la création du Grunk, vous avez dit que son but était de libérer le pays pour le défaire des impérialistes américains et du régime fantoche, et que le but était de préserver la souveraineté du pays.
Dans le prolongement de cette question, voici ma question. Il y a donc deux forces. Est-ce que les forces à l'intérieur et à l'extérieur du pays se faisaient confiance et collaboraient pleinement? Ou bien est-ce qu'elles s'exploitaient mutuellement? Réponse. À l'époque, sur la scène politique, lorsque le maréchal Lon Nol a fait un coup d'État le 18 mars 1970, il y a eu des manifestations dans tout le pays, notamment à Kampong Cham et dans d'autres chefs-lieux de province et d'autres villes. Mais ces forces n'étaient pas organisées. À l'époque, ces forces comprenaient un petit nombre de membres. Il s'agissait en quelque sorte de forces qui constituaient le noyau du PCK chargé de la protection. Il s'agit là du contexte historique que personne ne peut nier. Il y avait les forces du Viet Cong qui étaient présents en grand nombre au Cambodge et qui étaient actifs dans le Vietnam du Sud. Chacun arborait l'étendard de Norodom Sihanouk pour attirer la population dans les rangs du mouvement de résistance. Question. Le FUNC avait-il des forces intérieures composées de Cambodgiens ou d'étrangers? Si c'était des Cambodgiens, combien de personnes constituaient-elles ces forces? Réponse. Je ne pouvais pas le savoir exactement parce qu'à l'époque j'étais à l'étranger. Je sais qu'en 1970, il y a eu une révolte paysanne à Sam Laut et en 68, le PCK a décidé de confisquer des armes à l'ennemi dans tout le pays, dans le cadre d'un soulèvement. Mais ces forces armées étaient en petit nombre. Ces forces devaient être rassemblées pour constituer les forces du front et les forces du Viet Cong à l'intérieur du pays. Elles aussi se sont rassemblées pour organiser ces forces au nom du prince Norodom Sihanouk. បាទសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូម Question.
À propos du Parti communiste du Kampuchea, vous avez dit en être devenu membre en 1971 à Pékin. Ma question est la suivante. Savez-vous à quel moment le PCK a été créé? Réponse. À l'époque, je ne savais pas exactement. Officiellement, je suis devenu membre du parti en 1971 à Pékin. Car j'avais effectué la phase préparatoire depuis un certain temps. En 1975, je suis devenu membre du Parti démocrate. Ensuite, je me suis rallié au mouvement des groupes populaires. À l'époque, Bopan et Keomia étaient les chefs de ce groupe. Et par la suite, lors du retour de Ieng Sary de France, début 1957, je suis secrètement devenu membre du parti. C'est comme ça que tout a commencé. Question. Pour quelle raison devait-on se préparer clandestinement à devenir membre du parti? Réponse. À l'époque, le Parti communiste du Kampuchea ou le Parti des travailleurs avait pour objectif de construire un pays socialiste en vue de progresser vers le communisme. Quand je suis devenu adhérent du noyau en vue de me préparer à devenir membre, je m'en souviens bien, c'était au cours d'une réunion, je me suis dit que je n'allais jamais rentrer chez moi. Car pour me rendre de ma maison au lieu de la réunion, il y avait certains risques. Ce n'était pas facile, on ne peut pas comparer la situation avec, par exemple, celle des États-Unis. Question. Pouvez-vous décrire succinctement la mission du PCK? ខ្ញុំអាចឆ្លើយបានតាមកម្រិតដែលខ្ញុំយល់ដឹង Réponse. Je peux dire que le parti s'appelait Parti communiste du Kampuchea. Son objectif ultime était de mettre en place un régime communiste au Cambodge. Qu'est-ce qu'un régime communiste? C'est un régime dans lequel chacun est à égalité.
tout est mis en commun. Voilà la nature de cette notion. D'après ma compréhension des choses, tout n'était pas mis en commun. Par exemple, en Chine ou au Vietnam, il y avait une cuisine commune, des fermes collectives, et c'était l'objectif de long terme du PCK. Mais le PCK a pris des mesures urgentes dans les années 70 afin de débarrasser le pays de l'emprise du régime d'oppression ancien et nouveau et de l'emprise du régime fantoche à la botte de l'étranger. Nous avons donc accompli une révolution démocratique nationale. Question. Qu'en est-il des responsabilités? Y avait-il une répartition des tâches entre le PCK et le FUNK? Réponse. Je ne sais pas exactement, mais je crois comprendre que sur le plan intérieur, c'était le PCK qui devait mener la lutte armée, tandis qu'à l'étranger, le prince Norodom Sihanouk devait s'occuper de tout le reste. Lui était à la tête du FUNK et était également à l'époque le chef d'État officiel. Question. Laquelle de ces organisations avait-elle le plus d'influence? Réponse. Les deux organisations ont conjugué leurs efforts dans l'unité. Mais si l'on parle de certains individus, apparemment, le prince Norodom Sihanouk avait davantage d'influence à l'étranger, tout en conservant l'autorité à l'intérieur du pays. Pour ce qui est de l'influence du PCK, elle était susceptible d'évoluer sous la bannière du prince Norodom Sihanouk. Il est donc difficile de dire laquelle des deux entités avait plus d'influence que l'autre, car les deux collaboraient. Les deux respectaient le prince Norodom Sihanouk. Et recouraient aux armes à l'intérieur du pays pour parvenir à l'objectif commun qui était celui du FUNK également. La défense. Mes excuses, je marque une pause pour attendre la fin de l'interprétation vers le français. បាទខ្ញុំសូមសួរបន្តតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
Question. Concernant l'administration dans les bases et concernant la hiérarchie militaire, est-ce que le Funk détenait l'autorité dans les bases ou sur le champ de bataille? Réponse. Je suis incapable de le dire car à l'époque j'étais à l'étranger. Tout ce que je sais, c'est que les forces de l'intérieur étaient divisées avec d'une part les forces armées du PCK et d'autre part les forces armées du Viet Cong, à savoir le mouvement de front du Vietnam. Elles étaient armées et entraînées et elles dirigeaient les forces armées appartenant à Norodom Sihanouk. Question. En ce qui concerne le rôle de Khieu Samphan au sein du GRUNC, vous avez dit que Khieu Samphan était vice-premier ministre et commandant en chef des forces de libération nationale. À l'époque de la résistance, connaissiez-vous le rôle et les fonctions exactes de Khieu Samphan? Réponse. À l'époque, j'étais à l'étranger. Je ne peux donc pas vous dire comment cela fonctionnait à l'intérieur du pays. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que commandant en chef des forces de libération nationale, Khieu Samphan avait un rôle symbolique. Il n'avait pas de pouvoir réel. Je l'ai appris plus tard. Mais j'ai pu tirer la conclusion qu'à l'époque, son rôle était simplement symbolique. Le vrai pouvoir de donner des ordres à l'intention des militaires appartenait à d'autres. Question. Qui étaient les véritables commandants? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Réponse. Je n'en sais rien. En général, à l'époque, je ne savais même pas qui était le secrétaire du parti. À Pékin, je n'aurais jamais pu imaginer que Pol Pot, dont le vrai nom était Sa Lot Sar, était en fait le secrétaire du parti. Nous pensions tous que c'était Khieu Samphan ou Ieng Sary qui était secrétaire du parti. Nous n'aurions jamais pu imaginer que c'était Pol Pot. Donc je ne peux pas répondre précisément et avec certitude à votre question. Question. Je passe à la période allant du 7 avril 1975 à la suite, toujours concernant Khieu Samphan et son rôle. Vous avez déjà dit
que Khieu Samphan était le président du Présidium de l'État. Ma question est la suivante. Saviez-vous quels étaient le rôle et les fonctions du présidium de l'État durant la période du Kampuchea démocratique? Réponse. Le présidium de l'État se composait de 3 personnes. Un président, un premier président adjoint et un deuxième président adjoint. C'est tout ce que je savais, mais je ne savais pas où était le siège du présidium de l'État. Et cela vaut aussi pour les autres ministères. Il n'existait que sur papier. Question. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de ministères qui n'existaient que sur papier et qui n'avaient en réalité leur siège nulle part? ខ្ញុំ អាចថា Réponse. Il y avait le ministère des Travaux publics, dont Toipun était le ministre. Il semble qu'il n'y avait pas de véritable ministère. Un autre, c'était le ministère du Commerce. La structure ministérielle effective, c'était en fait le ministère des Affaires étrangères qui était organisé de manière systématique. En ce qui concerne les autres ministères, comme le ministère de propagande et d'information, il y avait une sorte d'organisation, mais il ne s'agissait pas de ministère à part entière. Donc, je répète, il y avait un ministère des Affaires étrangères proprement établi, il y avait un ministère de propagande et d'information qui disposait d'un certain niveau d'organisation. Quant au ministère de la Santé, Jun Chun était le ministre, mais était suspendu dans le vide, et bon nombre de ministères, en fait, existaient sur le papier sans pour autant qu'ils disposent d'une organisation. Nous pouvions comprendre, de par le contexte, le problème qui se posait à cause de la guerre et pendant la période de reconstruction du pays. Sur la base de la théorie du PCK, nous n'avions pas de communication écrite car celle-ci aurait pu être utilisée par l'ennemi. Donc on essayait toujours de garantir la confidentialité, le secret. C'est donc la manière dont on fonctionnait à l'époque. J'aimerais ajouter une chose à l'intention de la Chambre, Monsieur le Président. J'aimerais vous demander la permission d'ajouter ce point. Je voudrais tout simplement apporter une précision. Par exemple,
si j'étais interprète. Et si ce matin j'étais désigné pour interpréter pour le ministre albanais qui venait présenter ses lettres de créance et si cette personne était un proche ami, donc le soir, l'épouse de l'ambassadeur est tombée malade. Le médecin aurait dû venir du ministère pour s'occuper du ministre de l'ambassadeur d'Albanie au Cambodge. Je me suis rendu au ministère, il m'a regardé, il est resté sans voix, pas un mot. En fait, il était un proche ami. Mais il ne m'a rien dit, pas un mot. Alors je me suis posé la question du pourquoi de cela. Or, lorsque je suis rentré chez moi, on m'a dit que l'interprète du président du présidium de l'État était quelqu'un qui avait des privilèges, qui ne devait interpréter que pour le président et qui ne devait pas interpréter dans des circonstances conventionnelles comme celle-ci. Mais quant à moi, ça ne me posait aucun problème. J'étais prêt à remplir n'importe quelle tâche que l'on m'aurait assignée. Question. Hier, vous avez témoigné, je vais vous parler de la page 19, l'extrait de la page 19 en Khmer à 10 heures du matin, 10h09. Pardon, à 10h09 du matin. Vous avez mentionné qu'il n'y avait pas de traduction dans les autres langues. Je voulais vous relire cela. Et je cite, j'ai déjà dit auparavant que M. Khieu Sampang était à l'époque comme moi dans ces circonstances spécifiques, mais comme il était mon aîné, il a été nommé président du Présidium d'État, mais en fait nous étions tous dans la même situation. Donc c'était un accord interne à l'administration communiste de l'époque. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela hier? Réponse. Oui. Oui, j'ai dit cela avant le Parti communiste du Kampuchea, se basant sur les principes du parti, de la mise en œuvre des politiques du parti. La situation était comme cela, car personne n'avait d'importance permanente aux yeux du parti. Par exemple, entre M. Khieu Sampang et moi-même, j'ai pu observer que le poste qui lui a été assigné était dû au fait qu'il rencontrait certains critères que je ne rencontrais pas. Par exemple, il avait l'ancienneté et il avait des compétences plus élevées. Il s'agissait d'une personne plus mûre. Il avait beaucoup plus de maturité que moi à ce moment-là. Mais en termes d'autorité, je ne pense pas qu'il ait eu plus d'autorité que moi à ce moment-là en tant que président du Présidium de l'État dans le contexte de l'État. Je ne parle pas évidemment dans le contexte de président d'autres pays. Et bien entendu, il n'avait aucune autorité particulière de signer ou d'autoriser quoi que ce soit à ce poste. Je ne dis pas cela parce que je tiens à le soutenir ou lui donner des circonstances atténuantes, mais en fait c'était la situation sur le terrain dont j'ai été le témoin moi-même. Je n'essaye pas d'essayer de faire croire aux juges
que tout ce que je dis est le reflet absolu de la réalité. Je ne décris que ce que j'ai compris à l'époque. Peut-être n'avais-je pas bien compris la situation. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne la comprenais pas totalement non plus. Je pourrais vous parler d'un autre exemple. Le médecin Chun Chun avait été désigné comme ministre de la Santé. Il avait le portefeuille, mais il ne s'agissait que d'un simple médecin. Il n'avait pas de bureau. Il était ministre docteur, ministre médecin en fait, et il était le seul membre de son ministère. Le président, représentant de l'accusation, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, de rappeler aux témoins qu'il ne faut pas qu'ils spéculent. Cela fait plusieurs réponses où, en fait, ils tirent des conclusions personnelles sans qu'on sache exactement quelles sont les bases réelles de ces conclusions. Et vous l'avez déjà rappelé à plusieurs reprises qu'il n'a pas le statut d'expert, ce qui fait que je souhaiterais qu'il puisse ne témoigner que sur ce qu'il sait exactement. Merci, Monsieur le Président. Oui, vous pouvez répondre à cette objection. Maître Kumsuman, j'aimerais répondre brièvement à l'objection soulevée par l'accusation. En fait, le témoin que nous avons devant nous est un témoin qui dispose d'une connaissance approfondie, car il a été profondément impliqué dans le mouvement révolutionnaire précédent à la période du Kampuchea démocratique. Et donc, son évaluation de la situation me semble tout à fait utile et propice à l'établissement de la vérité. Et je note que dans sa déclaration, il a effectivement tiré certaines conclusions, mais je pense que tout ceci est un facteur positif dans le cadre de la procédure. J'aimerais maintenant pouvoir continuer avec mes questions. J'aimerais élargir un petit peu ce point particulier de votre témoignage. Vous nous dites que vous étiez un des intellectuels. Vous avez dit que vous ne deviez pas vous aligner sur quelques positions politiques ou lignes politiques de la direction. Vous avez également dit que votre capacité de réflexion veut faire la différence, serait différente des autres membres de la population ou de la résistance. Pouvez-vous un peu développer ce point, cette idée ? Donc, pourquoi avez-vous dû abandonner votre vision personnelle en matière d'absence de liberté? Pourquoi est-ce que les intellectuels, à cette époque, intellectuels qui étaient dans le Parti communiste du Kampuchea, pourquoi est-ce que ceux-ci n'ont pas utilisé leur intelligence pour aborder la situation qui prévalait à l'époque? Pouvez-vous nous en parler? Réponse. Monsieur le Président, ne pensez pas que je ne veux pas répondre à la question, mais si je réponds, alors l'accusation va faire objection en disant que je ne suis pas expert. Moi, je peux développer ce point, si vous me le permettez, parce que j'ai vécu ce système, j'ai vécu ce régime, et je suis en mesure de l'expliquer et de me donner à moi-même une explication de cela. Et en fait, l'expérience, je puis l'expliquer. Le président, monsieur le témoin, vous ne devez pas répondre à cette question.
Votre propre évaluation des faits correspond aux conclusions que vous pourriez tirer ou aux suppositions que vous pourriez retirer, à moins que le Conseil de la Défense vous pose des questions spécifiques portant l'expérience que vous avez vécue vous-même. Et la question qui vient d'être posée, en fait, visait à éliciter des conclusions de votre part ou une vision subjective de la situation. Dès lors, puisque vous témoignez et que vous êtes entendu en tant que témoin, vous n'avez pas à tirer des conclusions dans ce prétoire. Le Conseil Kungsoman, merci Monsieur le Président. Je vais donc reformuler ma question. Du fait de votre expérience de participation au mouvement, bien avant la libération intervenue en 1975 et ce jusqu'à la libération du pays en 1975. Existait-il des principes imposés par le Parti communiste du Kampuchéa concernant la mobilisation des compétences ou de l'intelligence des intellectuels? Réponse. Je peux répondre à cette question sur la base de mon expérience propre. En premier lieu, je me suis habitué à la vie dans un pays étranger, en particulier un pays qui connaissait un système, doté d'un système capitaliste robuste, pays qui avait jadis colonisé le Cambodge. Et notre éducation ainsi que notre façon de voir les choses se rattachaient à cela. Or, nous voulions servir la révolution et le Parti communiste du Kampuchéa, dont j'étais membre. Et donc, ma formation et mon acquis de l'étranger étaient considérés comme un obstacle à ma participation au mouvement. Pour présenter les choses de manière simple, la précondition, le préalable, était que je devais abandonner tout ce que j'avais acquis au cours de ma formation à l'étranger, car c'était non seulement un fardeau, mais aussi un obstacle à ma participation au mouvement. Je devais me reforger, je devais reconstruire mon point de vue personnel afin que celui-ci soit aligné sur la ligne et les principes du Parti communiste du Kampuchéa. Donc, quelle que fût la décision prise par le Parti communiste au niveau de la politique ou de la tactique ou de la stratégie, ainsi que sur les questions pratiques, nous devions adhérer à cela. Le simple fait de commencer à le remettre en question soulevait la question de notre confiance dans le parti. Et donc, on nous aurait immédiatement demandé pourquoi nous n'avions pas confiance dans le parti. Donc, ce que nous avions à faire à ce moment-là, c'était nous reconstruire, nous reforger, ce qui n'empêche pas que nous ayons conservé notre capacité de réflexion, mais nous ne mettions pas en question la justesse de la ligne. C'est ce que nous avons compris à l'époque. Et sur la base de mon expérience, nous étions dans une situation où, en fait, on
on nous a attirés pour nous convaincre de suivre la ligne et ensuite suivre la ligne aveuglément. Par exemple, l'élimination de la propriété privée. En fait, c'est une très longue histoire, mais si je devais développer cela, je devrais vous présenter des exemples. Et bien entendu, je ne veux pas gaspiller le temps de la Cour, à moins que le Président me donne la permission de le faire. Sinon, je ne pourrais pas développer ma pensée plus avant. Si je pouvais soulever un exemple concernant la théorie et la pratique de l'époque, je vais devoir étayer cela sur des exemples. Maître Consuman, merci beaucoup d'avoir essayé de répondre à ma question. Le témoin. Il y avait beaucoup d'exemples, notamment le fait que nous ayons été obligés d'abandonner nos effets personnels, tout ce qui nous appartenait. Par exemple, nous n'avions le droit de ne posséder qu'un sac à dos qui aurait contenu tout ce qui nous appartenait. Mais en 1979, j'avais la charge d'un groupe de réfugiés et dans la soirée, lorsque j'ai rencontré ces réfugiés, j'ai également rencontré certains hommes d'affaires thaïs qui nous ont demandé si nous avions des effets de valeur pour échanger, par exemple, des bijoux qui auraient permis de faire un troc. Mais je leur ai dit que nous n'avions rien, car nous venions d'un pays socialiste et nous n'avions aucun effet personnel d'une valeur quelconque. Or, ça les a fortement énervés, parce qu'ils ne croyaient pas que c'eût été le cas. Mais, en fait, certains réfugiés avaient réussi à cacher certains de leurs effets, des bagues en or avec diamants, qu'ils m'ont remis volontairement en échange d'une casserole de poisson à manger. Et lorsque ces hommes d'affaires thaïlandais ont vu ce qui s'était passé, ils ont dit « Ah oui, donc c'était ça le socialisme au Cambodge ». Et ça m'a rappelé mon arrivée à Phnom Penh en 1975, quand j'avais vu des bijoux, des effets de valeur éparpillés dans divers endroits que personne n'essayait même de ramasser. Or, lorsque la situation est devenue urgente, malgré tout, il y avait moyen d'utiliser ces effets pour faire du troc en échange de nourriture. Le président, pouvez-vous continuer, maître? Maître Consuman. Question, pouvez-vous nous expliquer à la Cour le principe de solidarité qui régnait pendant le régime du Kampuchea démocratique? Le président. Maître, veuillez s'il vous plaît reformuler votre question. Si vous utilisez le terme expliquer, cela signifie que vous demandez quelque chose à un expert, car une explication implique une description experte. Donc il faut que cette question soit évitée. Il témoigne actuellement en tant que témoin, pas en tant que témoin expert. Conseil Consuman, merci Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Le Président.
Je vois le Conseil pour la défense. Je vous en prie, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Song Si-Kun. Je m'appelle Anta Guissé, je suis avocat international de Monsieur Khieu Samphan. Je vais à mon tour vous poser quelques questions qui sont des questions de précision sur vos différentes déclarations, que ce soit dans le cadre de votre déposition à l'audience ou dans celui de vos éditions antérieures devant les enquêteurs des co-juges d'instruction. La première question revient sur un thème que vous avez abordé lors de l'audience du 6 août dernier, où vous avez expliqué que dans le cadre de votre parcours révolutionnaire, vous deviez combattre l'ennemi à l'intérieur de vous-même, en disant que c'était pour arriver à un changement de mentalité. Ma question est donc la suivante. En tant qu'intellectuel, est-ce que vous étiez considéré comme ayant plus de mal à combattre cet ennemi à l'intérieur de vous-même qu'un paysan ou un ouvrier? Réponse. Cette question concerne également la propriété privée. En théorie, autant que dans la réalité, il était normal que dès lors que nous avions un pédigré élevé, la possession d'éléments de propriété privée devienne un problème. Car si la réalité n'était pas le reflet réel des classes, la doctrine marxiste indique que la propriété privée est un obstacle pour les individus. Par exemple, des amis pourront se quereller sur des questions de propriété. Et donc, la propriété privée constitue un problème. Mais quant à moi, je n'avais aucun problème dès lors qu'il s'est agi d'abandonner la propriété privée. De par nature, je suis quelqu'un avec une bonne ouverture d'esprit, ce que je peux dire de moi-même. Je n'essaye pas de dire que je suis une personne de bonté, mais je suis généreux. Si l'on me demande quelque chose, si je puis le donner, je le donne sans regret. Et lorsqu'on m'a demandé si, comme j'étais généreux, si on m'avait demandé si j'étais prêt à donner ma vie, je répondais que cela dépendait de qui me demandait de donner ma vie. Donc je ne veux pas dire là que c'est lié à une bonté intérieure, mais c'est comme cela que les choses se présentaient. Monsieur le témoin, je vous remercie de votre réponse. Je vais insister sur l'importance, si vous pouvez, de parler un petit peu plus lentement, parce que nous avons quelques problèmes à avoir l'intégralité de vos réponses, en tout cas en français. Par ailleurs, je vais essayer de poser des questions précises, si vous pouviez précisément répondre à ces questions. Ma question suivante. Avant
la pause. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la défiance qu'il y avait à l'égard des intellectuels formés à l'étranger. Vous l'avez rappelé il y a peu à mon confrère. Ma question, plus précisément, est de savoir comment se manifestait concrètement cette défiance au quotidien dans le cadre de vos activités. Réponse. En ce qui concerne la méfiance, en fait, elle prévalait dans tous les domaines. Dans la phase du Kampuchea démocratique, nous étions en régime communiste et donc nous avions une existence collective. Tout était relié, tout s'influençait réciproquement et dès lors la méfiance était partout. Il y a quelques incidents mineurs sur lesquels je ne vais pas revenir, mais au niveau de la communication entre intellectuels, par exemple, ou la communication entre moi-même et des dirigeants supérieurs ou le secrétaire du parti, je n'avais pas tellement peur et je ne me sentais pas inférieur à eux parce que je les connaissais personnellement et c'était une caractéristique personnelle que j'avais à l'époque. Mais pour d'autres que je ne connaissais pas bien, je n'osais rien dire parce que je ne les connaissais pas très bien. Le président, je vous remercie, maître, je remercie le témoin. Le moment est venu de procéder à la pause du déjeuner. L'audience est levée jusqu'à 13h30 cet après-midi. Avant cela, cependant, j'aimerais demander aux témoins, Somsikun, s'il, sur la base de son évaluation de son état de santé, il sera en mesure de témoigner cet après-midi, ou s'il préfère demander un temps de repos pour l'après-midi, avec reprise demain matin. Le témoin. Merci, Monsieur le Président. Je ne pense pas être en mesure de déposer cet après-midi compte tenu de mon état de santé actuel. Je demanderai également de me reposer demain toute la journée. Je constate que mon état se dégrade. Je souffre de plusieurs maladies, y compris de troubles vasculaires, raison pour laquelle je demande l'autorisation de me reposer non seulement cet après-midi, mais également demain, en vue de continuer lundi prochain. Le Président. Je constate que la défense de Khieu Samphan s'est élevée. Avez-vous quelque chose à dire? Oui, merci, Monsieur le Président. Non, c'était simplement pour savoir si le témoin entendait déposer cet après-midi ou pas, aux fins d'organisation. Donc, vous avez devancé ma question, Monsieur le Président.
Le président, la parole est à l'avocat international de Nuon Chea, la défense. Je ne voudrais pas perdre mon tour de parole. Cet après-midi, Nuon Chea souhaite suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Il a des problèmes de concentration, il a mal au dos et à la tête. Nous avons préparé le document adéquat. Le président. Monsieur Song Si-keun, vous avez parlé de votre état de santé au début de votre déposition. La Chambre a déjà donné des indications au parti et au public concernant la fragilité de votre état de santé. La Chambre accède à votre demande. Vous pourrez donc vous reposer cet après-midi et demain toute la journée. Vous serez cité à comparaître à nouveau devant la Chambre lundi prochain. Que les partis et le public sachent qu'après la déposition du présent témoin, ce matin, l'interrogatoire d'un autre témoin reprendra. Ce témoin a déjà été entendu hier après-midi. Il s'agit du témoin de réserve. Monsieur Song Si-keun, vous êtes convoqué devant la Chambre lundi prochain. Veuillez être présent dans le prétoire pour 9 h lundi prochain. Ceci vaut également pour l'avocat du témoin. Huissier d'audience, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour assurer transport et logement pour le témoin. Veuillez aussi vous assurer que le témoin soit de retour dans le prétoire lundi prochain avant 9 h. Par ailleurs, par le biais de sa défense, Nuon Chea demande l'autorisation de suivre l'audience à distance pour le reste de la journée, compte tenu de son état de santé. La Chambre fait droit à cette demande. Nuon Chea a renoncé expressément à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire à l'audience. La défense est priée de remettre immédiatement à la Chambre le document de renonciation portant la signature ou les empreintes digitales de M. Nuon Chea. Service technique, veuillez brancher le matériel audiovisuel dans la cellule temporaire. Agents de sécurité, veuillez conduire messieurs Nuon Chea et Khieu Samphan dans leur cellule
temporaire. Cet après-midi, Nuon Chea y restera et suivra l'audience à distance, tandis que M. Khieu Samphan devra être ramené dans le prétoire cet après-midi pour 13h30. Suspension de l'audience.